Alors à présent, on va voir quelques propriétés et conséquences de la définition du rang des matrices en lien avec le rang des applications linéaires qui leur sont associées. Alors cette vidéo, elle va utiliser pas mal de résultats d'autres vidéos qu'on a faites précédemment. Donc si jamais vous n'êtes pas au clair avec ce qu'on va utiliser ici, allez voir les vidéos précédentes. Donc déjà, on va commencer par le commencement et poser le cadre. On prend deux espaces vectoriels de dimension finie, E de dimension P, F de dimension N. On a une base B pour E, une base B' pour F, et F est une application linéaire qui va de E et qui atterrit dans F. Ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va appeler A la matrice représentative de F dans les bases B', B. Cette matrice, la voici, c'est les vecteurs F de 1, F de 2, etc. jusqu'à F de P décomposés par rapport à E1' jusqu'à En', ok. On va pas revenir sur la construction de A ici, hein. Non, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'on a rappelé à la vidéo précédente, c'est que le rang de F est égal au rang de A. Voilà, ça c'est le résultat qu'on a énoncé à la vidéo précédente. Et ce résultat-là, en fait, il est très riche et on va pouvoir en extirper quand même pas mal d'informations. Alors, je vais effacer tout l'énoncé qui est ici pour avoir un peu plus de place, mais il faut bien garder en tête hein, que E est de dimension P, F de dimension N, etc. Hein. Voilà, et nous, on va repartir d'ici. Et on va rappeler quand même la définition élémentaire, c'est que le rang de F, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension de im de F. Et im de F, où est-ce qu'il se trouve? Il se trouve dans F, ok? C'est un sous-espace vectoriel de grand F. Ce sont tous les vecteurs de grand F qui sont atteints par l'application F. Voilà, im de F est ici et rang de F, c'est la dimension de ce sous-espace vectoriel. Ça, c'est vraiment fondamental de bien l'avoir en tête, hein, parce que là, justement, on va faire intervenir un théorème qu'on a précédemment explicité dans une vidéo. C'est justement le théorème du rang. Or, dans le théorème du rang, justement, qu'est-ce qui intervient? La dimension de im de F, la dimension de E, mais aussi la dimension de ker de F. Alors, on va représenter ker de F, bien évidemment, il est dans E. Hein. Voilà, ker de F, c'est un sous-espace vectoriel de E, c'est l'ensemble des vecteurs de E tels que, lorsqu'on leur applique F, ça vous rebalance sur le vecteur nul de grand F. Et le théorème du rang, donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la dimension de E, donc la dimension de l'espace vectoriel de départ de l'application F, certainement pas la dimension de F, là, de grand F, on s'en fiche complètement là de la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Ce qui nous intéresse, c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ, ok? Donc la dimension de E, c'est égal à la dimension de ker de F plus la dimension de im de F, c'est-à-dire le rang de F. Donc voilà le théorème du rang qui est extrêmement important. Alors nous, dans la vidéo qui est dédiée au théorème du rang, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que la dimension de E, de toute façon, elle est fixée, il n'y a pas de problème. Ce sera toujours la même. Mais si jamais on prend une application linéaire qui a un noyau très petit, et nécessairement, la dimension de l'image, elle sera très grosse. Prenez par exemple la dimension de E qui est égale à 10. Si jamais vous avez la dimension de ker de F qui est égale à 2, nécessairement, la dimension de im de F sera égale à 8. Nécessairement, puisque si ici vous avez 10, qu'ici vous avez 2, là vous avez 8, c'est obligatoire. Donc on se souvient bien du moyen imagé et un petit peu mnémotechnique, hein, c'est que si jamais vous avez ker de F qui est tout petit, donc c'est-à-dire qu'il a une dimension toute petite, hein, c'est ça ce que le dessin veut dire, c'est-à-dire que im de F, lui, va beaucoup grossir. Attention, ça ne remplit pas forcément tout F, hein, parce qu'on se souvient que F peut être d'une dimension très grande, hein, voire même F n'est pas forcément d'une dimension finie, mais ça va pas être un autre programme. En tout cas, si la dimension de ker de F est petite, nécessairement, pour compenser là dans la formule, étant donné qu'on a une certaine dimension E, la dimension de im de F sera plus grande, pour que l'équilibre soit respecté. Mais inversement, on a aussi vu que si jamais la dimension de ker de F est très grande, alors nécessairement la dimension de im de F, elle va être plus petite. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Et on était même allé jusqu'à une extrémité, c'est lorsque la dimension du noyau de F est carrément égale à la dimension de E. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? Nécessairement, le noyau de F sera carrément égal à E. Et puisque par définition, le noyau de F est à l'intérieur de E, il est inclus dans E. Mais si en plus ces deux espaces vectoriels ont la même dimension, ça veut dire qu'ils sont égaux. Si jamais vous avez ces deux informations, nécessairement, il y a égalité entre ker de F et E. Ça, c'est fondamental, hein. Si jamais un espace vectoriel est inclus dans un autre et qu'il y a égalité des dimensions, ça veut dire que ce sont les mêmes espaces vectoriels. Dans ce cas-là, E est égal à ker de F, si jamais la dimension de ker de F est égale à la dimension de E. Mais si jamais on est effectivement dans ce cas-là, mais ça veut dire, comme on l'avait déjà vu à la vidéo précédente, que peu importe le vecteur qu'on prend dans E, nécessairement il est dans ker de F. Donc ça veut dire que peu importe le vecteur là qu'on prend dans E, dès qu'on va lui appliquer F, ça nous rebalancera sur le vecteur nul, obligatoirement. Voilà, obligatoirement, puisque tous les vecteurs de E sont aussi des vecteurs de ker de F, par définition, ça veut dire que F de n'importe lequel de ces vecteurs est égal au vecteur nul de grand F. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire pour F là? Mais que c'est nécessairement l'application linéaire nulle. Voilà, obligatoirement, puisque peu importe le vecteur de E, dès que vous lui appliquez F, bam, vous retombez sur le vecteur nul de F. C'est obligatoirement l'application nulle qui va de E et qui atterrit dans F. Et au passage, on voit bien que im de F est réduit au vecteur nul de F. Attention, il n'y a certainement pas rien dans im de F. Im de F ne sera jamais, au grand jamais, égal à l'ensemble vide. Il y aura toujours nécessairement au moins un vecteur dans im de F, et ce sera le
vecteur nul. Pourquoi? Parce que par définition, im de f, qu'est-ce que c'est? C'est un espace vectoriel. Et en tant qu'espace vectoriel, au minimum, on sait qu'il y a le vecteur nul à l'intérieur. Donc ça ne peut pas être l'ensemble vide, hein. Non, non, là, si jamais vous êtes dans ce cas-là, ça veut dire que im de f est réduit au vecteur nul. C'est un sac à patates, et dans ce sac à patates, il n'y a qu'une seule patate, c'est le vecteur nul. Voilà, c'est bien ça qu'il faut écrire. Im de f est égal à l'ensemble, donc un sac à patates, dans lequel il n'y a que le vecteur nul. Ok, mais donc ça, qu'est-ce que ça veut dire pour le rang de f, c'est-à-dire la dimension de im de f? Mais ça veut tout simplement dire que le rang de f, donc la dimension de im de f, est égal à 0, puisque par définition, on s'en souvient, hein, la dimension de l'espace vectoriel dans lequel il n'y a que le vecteur nul, parce que ça c'est bien un espace vectoriel, hein, l'ensemble réduit au vecteur nul, pas de problème, la dimension de cet espace c'est bien 0. Et au passage on le voit très bien avec le théorème du rang, parce que si jamais là, la dimension de E est égale à P, et que la dimension de quart de F est aussi égale à P, puisqu'il y a bien égalité des dimensions, bah là vous allez avoir P est égal à P plus quelque chose, vous balancez ce truc-là de l'autre côté, vous allez avoir P moins P égale la dimension de im de F, ça fait bien 0. Donc pour résumer, si jamais la dimension du noyau de F est égale à la dimension de E, bah ça c'est équivalent à dire que F c'est l'application nulle, ok? Et ça c'est équivalent à dire que le rang de F est égal à 0, pas de problème. Mais maintenant, si jamais on s'intéresse à A, c'est-à-dire une matrice représentative de F, bah qu'est-ce que ça implique pour A? Bah nécessairement, si jamais F c'est l'application nulle, mais ça veut dire que A, là, qu'est-ce que ça va être? Mais ça va être la matrice nulle, obligatoirement, avec P colonne et N lignes. Voilà, et donc tout ça, c'est équivalent au fait que A bah, est égal à la matrice nulle. Mais si jamais A est égal à la matrice nulle, mais ça veut dire que le rang de A, par définition, est égal aussi à 0. Exactement comme pour le rang de F, puisque par définition, d'ailleurs on s'en souvient, hein, le rang de F est égal au rang de A. Donc voilà, ça c'est vraiment très très important, hein. Toutes les équivalences qui sont ici sont fondamentales. En fait, ça traduit exactement la même chose, puisque F et A, comme on l'a déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est la même chose entre guillemets. Il faut bien garder l'idée en tête, ce sont les deux faces d'une même pièce, hein. Le rang de A égale le rang de F. Et si jamais F c'est l'application nulle, alors nécessairement A ce sera la matrice nulle. Donc voilà, ça c'est pour le premier cas, lorsque le noyau de F est très très grand et que bah, en fait im de F est réduit au vecteur nul. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant si le noyau de F est réduit au vecteur nul et que c'est im de F cette fois-ci qui est très très grand? Alors on va effacer tout ça et on va changer de cadre. Voilà, donc maintenant on va se mettre dans ce cadre-là. Le noyau de F est réduit au vecteur nul. L'image de F, elle a gonflé nécessairement, sa dimension est beaucoup plus grande qu'avant, d'après le théorème du rang, puisque nous on a supposé que la dimension de E est égale à P, et on suppose que P est plus grand ou égal à 1. Mais là on va supposer autre chose, et ça n'est pas rien. On va supposer que E et F sont isomorphes, qu'ils ont la même dimension. Voilà, E et F sont tous les deux de dimension n. Et donc nécessairement la matrice A maintenant, elle a n colonnes et plus P, ok? Mais elle a n colonnes et n lignes. Alors pourquoi c'est très intéressant d'avoir E et F isomorphes? Mais parce que nous, on sait que si jamais E et F sont isomorphes, et ben ça possibilise le fait que F puisse être un isomorphisme. Parce que bien évidemment, hein, si E et F sont isomorphes, ça n'implique absolument pas que toutes les applications qui sont définies de E dans F sont des isomorphismes, hein. Non, pas du tout. Mais en revanche, si jamais la dimension de E égale la dimension de F, alors là, c'est possible que F soit un isomorphisme. Si jamais E et F n'avaient pas les mêmes dimensions, ce serait impossible que F soit un isomorphisme, ok? Si vous voulez, en gros, le caractère isomorphe de vos espaces vectoriels de départ et d'arrivée est nécessaire, c'est un élément nécessaire pour que F soit un isomorphisme. Élément nécessaire, mais pas suffisant. Mais le truc qui va être suffisant, c'est que le noyau de F est réduit au vecteur nul. Et oui! Et pourquoi? On s'en souvient. Si jamais E et F sont isomorphes, donc la dimension de E est égale à la dimension de F, et bien on sait que l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité des applications linéaires de E dans F sont équivalentes. Et voilà, et ça c'est un résultat fondamental, hein. Comme la dimension de E est égale à la dimension de F, alors il y a équivalence entre l'injectivité, la surjectivité et la bijectivité. Or, le truc, c'est que F injectif, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut tout simplement dire que le noyau de F est réduit au vecteur nul. Et là, c'est exactement le cas. Et donc voilà encore une équivalence. Si jamais le noyau de F est réduit au vecteur nul, étant donné que la dimension de E égale la dimension de F, et ben ça voudra dire automatiquement que F est bijective. Et donc ça veut dire que F-1 existe dans ce cas-là. Mais on peut aller encore plus loin. Là, le fait que F est surjective, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que im de F est carrément égal à tout l'espace vectoriel d'arrivée. Et ce sera nécessairement le cas. Pourquoi? Mais à cause du théorème du rang. Là, le sac à patates qui est ici, il va nécessairement, dans ce cas-là, grossir
jusqu'à prendre tout f. Voilà, théorème du rang oblige, la dimension de E, c'est la dimension du noyau de f plus le rang de f. Mais la dimension de E, ça vaut n par définition, donc là, on va remplacer. Voilà, et puis la dimension de quart de f, qu'est-ce que ça vaut? Bah, ça vaut 0, puisque le noyau de f est réduit au vecteur nul de E. Donc ce truc-là, ça vaut 0, et donc finalement, n est égal au rang de f. Et voilà, mais sauf que le rang de f, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension de im de f, c'est-à-dire que c'est la dimension du sac à patates qui est juste ici. Donc là, ce qu'on dit, c'est que la dimension de im de f est égale à n. Mais n, c'est justement, comme on l'a dit, la dimension de f, puisque la dimension de E est égale à la dimension de f. Donc la dimension de f est égale à n, et là, ce sac à patates qui est à l'intérieur de f est aussi de dimension n, puisque c'est le rang de f, c'est la dimension de im de f. Donc ça veut dire que ce sac à patates là, il est inclus dans f, et sa dimension est égale à la dimension de f en entier. Et donc nécessairement, il y a égalité entre les deux. Im de f sera égal à f, exactement comme tout à l'heure. Lorsqu'on avait le noyau de f qui était de même dimension que E, nécessairement, comme il était à l'intérieur de E et qu'en plus il y avait égalité des dimensions, il y avait égalité des espaces vectoriels. Là, c'est exactement la même chose. La dimension de im de f, le rang de f, est égal à n. C'est égal à la dimension de f. C'est le même espace vectoriel. Et voilà, im de f a gonflé, entre guillemets, et a pris tout f. Et ça, c'est la définition même, justement, de la surjectivité de f. Ça veut bien dire que l'image de f est égale à tout l'espace vectoriel d'arrivée. Et donc ça, c'est bon, il n'y a pas de problème, on l'a. Et voilà, encore une équivalence. Mais c'est pas fini. Parce qu'en fait, ce qu'on a écrit juste ici, le fait que n soit égal au rang de f, mais ça, c'est exactement, totalement équivalent à dire que le noyau de f est réduit au vecteur nul. C'est exactement la même chose, puisque le fait que le noyau de f est réduit au vecteur nul, c'est la même chose que de dire que sa dimension est égale à 0, c'est totalement équivalent. Donc en fait, tout ce truc-là, c'est totalement équivalent au fait que le rang de f est égal à n. Donc la dimension de l'espace vectoriel de départ, mais aussi la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Et donc on va encore avoir une équivalence. Tout ce truc-là, c'est équivalent au fait que n est égal au rang de f. Donc voilà, encore une équivalence qu'on avait d'ailleurs déjà vue dans une vidéo précédente. Mais là, on va pouvoir encore pousser le bouchon un petit peu plus loin grâce à A, justement. Une matrice représentative de f. Pourquoi? Et parce qu'on sait, nous, que A et F, c'est entre guillemets la même chose. C'est deux faces de la même pièce. Et on sait que le rang de F, c'est la même chose que le rang de n'importe laquelle de ces matrices représentatives, en fonction des bases qu'on va choisir. Donc le rang de F ici, c'est la même chose que le rang de A. Et donc ça, c'est équivalent au fait que le rang de A est égal à n. Voilà, et donc si jamais le rang de la matrice qui est ici est égal à n, ça veut dire que c'est le rang de f qui est égal à n, puisque c'est la même chose. Donc ça veut dire qu'on a absolument tout ce qui est ici, et que là, tous ces trucs-là sont totalement équivalents. Et ça veut dire qu'on peut très bien remonter juste ici. Ça veut dire que là, f est bijective. Mais le fait que f est bijective, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que f est un isomorphisme. C'est une application linéaire bijective. Ça, là, étant donné que f est une application linéaire, c'est bien la définition même d'un isomorphisme. Et donc ça veut dire que f-1 existe. On se souvient, f-1 part de f et revient dans E, et ça c'est totalement équivalent à dire que f est bijective. Et voilà encore une équivalence, mais ça, d'après la représentation matricielle des applications linéaires réciproques, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire nécessairement que la matrice A, elle est quoi? Elle est inversible, obligatoirement, puisque si jamais f-1 existe, ça veut dire que A-1, donc c'est-à-dire la matrice représentative de f, A-1 existe. Et donc ça veut dire que A est inversible. Et voilà encore une équivalence. A-1 nécessairement existe. Ça, c'est la même chose que de dire que A est inversible. Alors, je suis conscient que ça fait beaucoup d'informations. On va les ordonner un petit peu, on va effacer le dessin, mais qu'il faut bien avoir en tête. Alors déjà, le premier set d'équivalence qu'il faut avoir, c'est en ce qui concerne F, ici. Si jamais F est injective, c'est la même chose que de dire que le noyau de F est réduit au vecteur nul. Tout ça, c'est équivalent au fait que F est surjective, et donc que im de F est égal à grand F. Ça, c'est la définition de la surjectivité pour les applications linéaires. Et ça, c'était équivalent au fait que F est bijectif, c'est-à-dire que f-1 existe. Mais, comme on l'a vu avec le théorème du rang, le fait que le noyau de f soit réduit au vecteur nul, ça c'est totalement équivalent au fait que le rang de f est égal à n, c'est-à-dire la dimension de E. Ou alors on va dire que la dimension de E est égale à n. Ça c'est très très important que la dimension de E soit égale à la dimension de f, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, fondamental. À vrai dire, cette égalité-là, on aurait très bien pu la mettre juste après ça, puisque si im de f est égal à f, c'est-à-dire que la dimension de im de f est égale à la dimension de f, et comme f est de dimension n, la dimension de im de f c'est bien égal à n. Mais bon, on va le mettre là pour bien faire la logique
logique avec le théorème du rang. Et maintenant, si jamais on passe à une représentation matricielle de f avec une matrice A, et bien ici, le rang de f égale n, c'est la même chose que de dire que le rang de A est égal à n, puisque ça, c'est égal systématiquement. Et puis ici, si jamais f-1 existe, ça veut dire que A-1 existe, et que donc A est inversible. Voilà, ça c'est vraiment très important, hein. Le fait que A-1 existe, c'est la même chose que de dire que A est inversible, puisque comme vous le savez, toutes les matrices ne sont pas nécessairement inversibles, hein. Et donc vous voyez là, ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'on a plein d'équivalences entre lesquelles on va pouvoir se faufiler et aller chercher les informations qui nous intéressent pour pouvoir déterminer tel ou tel résultat. Par exemple, quelque chose de très classique qui arrive dans les exercices, c'est qu'on vous donne une application linéaire qui part d'un espace vectoriel E qui atterrit dans un espace vectoriel F qui ont tous les deux la même dimension, et puis on vous demande montrer que F est bijective. Donc là on se dit, oula, faut montrer ce truc-là, le fait que F est bijective. Donc là, on se dit, par quoi est-ce qu'on va commencer? Est-ce qu'on va commencer par là? Est-ce qu'on va commencer par là, etc. Est-ce qu'on va regarder le rang de f? Le truc le plus simple, le plus souvent, c'est d'aller essayer de démontrer que le noyau de f est réduit au vecteur nul. Ça, c'est quand même le truc le plus simple, le plus souvent. Déterminer ça, c'est souvent pas très compliqué. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Le plus souvent, comme on l'a vu à la vidéo précédente, eh bien, on va poser une équation matricielle qui est a fois x est égal au vecteur nul, vecteur colonne nulle, hein. C'est-à-dire que là, A, ce sera la matrice représentative de f que vous aurez déterminée. Ici, x, ce sera un vecteur colonne quelconque, x1, x2, etc. jusqu'à xn. Et donc vous allez poser ce produit matriciel qui va vous donner ensuite un système, etc. etc. Et vous allez arriver à une conclusion, c'est que là, les coordonnées de x, c'est-à-dire x1, x2 jusqu'à xn, sont tous égaux à 0. Et donc nécessairement, ça veut dire que le noyau de f est réduit au vecteur nul. Et là, hop, vous pourrez dire, c'est bon, ça veut dire bien que f est bijective. Et puis ça, par exemple, ça vous permettra de dire que A-1 existe et ensuite d'exhiber A-1, etc., etc. Une autre façon de faire, lorsque vous voulez montrer que f est bijective, lorsque vous avez l'une de ces matrices représentatives, c'est de se dire, on va aller regarder son rang. Parce que vous savez que le rang de f, c'est égal au rang de A, justement. Donc si jamais vous réussissez à montrer que le rang de A est égal à n, vous savez immédiatement que f est bijective, c'est sûr et certain. On se souvient, le rang d'une matrice, qu'est-ce que c'est? C'est la dimension de vecte des colonnes. Allez voir la vidéo précédente si vous n'êtes pas au clair là-dessus. De toute façon, on fera des exercices. Et alors, un dernier théorème qui est dans le programme et qui peut être très pratique, c'est que le rang de A est égal au rang de la transposée de A. Ça, on le démontrera dans un exercice, c'est très important de savoir le faire. En tout cas, cette égalité, parfois, elle peut être très pratique, parce que si jamais vous peinez à déterminer le rang de A, vous vous dites, ah mais tiens, je vais passer à la transposée, et si ça se trouve, ça va faire quelque chose de beaucoup plus simple que pour A, et là, on réussira à tout déterminer. Parce que si jamais on réussit à déterminer que le rang de la transposée de A, par exemple, est égal à n, ça veut dire que le noyau de f est réduit au vecteur nul, etc. Enfin, ça veut dire tout ce qu'on a ici. Voilà.